Mercredi 31 janvier 2018, vous êtes au rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Au sommaire de cette édition, première journée organisée par la Société béninoise de cancérologues Sobecam ce mardi à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA à Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. 7000 Congolais se sont déplacés au Burundi en quelques jours, fuyant des combats entre l'armée et des rebelles dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Nous parlerons de la crue en France et précisément à Paris et ses environs où les habitants se désolent de la situation après le débordement de la Seine. Voilà pour le sommet de cette édition. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. La Société béninoise de cancérologie Sobecam a tenu ce mardi sa première journée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA. Cette société savante a été créée pour faciliter la prise en charge des personnes atteintes du cancer, une maladie cruelle, et travailler à la prévention à travers le dépistage. Le point avec Laurent Roland Toninkes. Quelle stratégie thérapeutique en 2018? C'est le thème qui réunit les membres de la Société béninoise de cancérologie Sobecam dans le cadre de leur première journée nationale. Nous sommes réunis ce jour à l'ISBA pour célébrer une discipline, la cancérologie. Depuis plusieurs années, cette spécialité transversale qui met tous les spécialistes d'organes face aux réalités de la malignité tumorale a été un parent pauvre chez nous. Elle est souvent considérée à tort ou à raison comme un appendice des autres disciplines. L'événement de ce jour est la matérialisation physique de sa multidisciplinarité. En effet, la prise en charge du cancer passe par une concertation pluridisciplinaire. Au-delà du défi de prise en charge, la question de prévention, notamment à travers le dépistage, doit être une des préoccupations majeures de la société. Et c'est à juste titre que la Société béninoise de cancérologie Sobecam est née. Le professeur Marcelin Amoussou Guénou revient sur les ambitions de cette société savante. Ensemble, nous allons réaliser des travaux de recherche originaux en focalisant l'attention sur nos réalités locales. Nous ferons avancer la connaissance dans le domaine du cancer. Nous créerons un journal scientifique et ensemble, grâce aux résultats de nos travaux, nous contribuerons à la valorisation des savoirs et à une meilleure prise en charge et une meilleure prise de décision des autorités sanitaires et gouvernementales. Pour faire court, ensemble, nous ferons référence, donc moins vulnérables. Le directeur de cabinet du ministère de la Santé a réaffirmé le soutien du ministère à la Sobecam pour l'atteinte des objectifs. La création d'une société de cancérologie fut une des recommandations de la mission intégrée du programme d'action pour la cancérothérapie de l'Agence internationale de l'énergie atomique en avril 2013. Au cours de cette première journée, des experts italiens ont présenté les avancées de la prise en charge dans un centre de référence en oncologie en Italie où 8 Béninois ont bénéficié d'un renforcement dans la prise en charge du cancer en 2017. Ces bénéficiaires du projet Onco Bénin ont également reçu les attestations au cours de la cérémonie d'ouverture de la journée. La commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice présidée par Eric Mocho Agbassa a transmis son rapport au ministre de la Justice, Joseph Tchogbenou. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Le point avec Frégis Seroulan et Fiacre Voitan. Installée le 20 novembre 2017, cette commission avait un mois pour accomplir sa mission. Mais à l'œuvre, on s'est rendu compte que la relecture devait déboucher non sur des amendements, mais à la réécriture, ce qui nous a pris in fine 2 mois.
C'est le temps qu'il aura donc fallu à la commission chargée de la rélecture de la loi portant au statut des corps des greffiers et officiers de justice pour faire son travail. Ce mardi 30 janvier 2018, son président, Éric Moncho Agbassa, a transmis le rapport au ministre de la Justice, Joseph Diogbenou. Ces résultats, qui se présentent en 3 colonnes, sont assortis de quelques recommandations brièvement évoquées ici par le rapporteur Dominique Couton. La commission recommande la création de 2 corps autonomes de greffiers. Le premier corps autonome de greffiers pourrait recevoir d'une part le seul greffier agent contractuel de l'État, encore en activité avant la promulgation de la présente loi, et d'autre part les greffiers en activité qui n'ont pas pu satisfaire aux exigences de la formation professionnelle et qui sont à la catégorie B à la lecture de la promulgation de la présente loi, à la date bien sûr de la promulgation de la présente loi. Le second corps autonome de greffiers pourrait être réservé aux greffiers titulaires du diplôme d'aptitude à l'emploi de greffier et qui sont à moins de 5 ans de leur retraite, de leur date d'admission à la retraite, à la promulgation de cette loi. Ces greffiers de ce corps, de ce dernier corps, pourraient être reclassés dans la catégorie A, échelle 1, à indice ou indice immédiatement supérieur. Quant au garde des Sceaux, il a assuré avoir entendu les différents griefs portés contre le rapport par certains responsables syndicaux absents de la commission. Il a rappelé que la commission était un outil technique du gouvernement et a rassuré que ce rapport n'était pas définitif. Nous allons transmettre le présent rapport officiellement à tous les syndicats intéressés en vue de recueillir les observations de ces syndicats. La commission voudra bien prendre en compte ces observations pour nous transmettre le rapport définitif. À partir de la transmission du rapport définitif, le travail législatif, le processus législatif sera mis en route. Nous allons choisir la voie la plus pertinente de ce point de vue pour faire en sorte que les objectifs que je viens d'indiquer soient rapidement atteints. Les fenêtres de la réflexion sont ouvertes. Une réflexion qui vise à améliorer les conditions de vie des travailleurs de la maison justice avec un impact immédiat, l'amélioration des services rendus aux citoyens. Bientôt la relance du projet ferroviaire Cotonou-Niamey-Dosso. Les chefs d'État béninois et nigériens ont offert des garanties à l'opérateur économique Samuel Dosso Ahoré qu'ils ont reçu plutôt dimanche en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Les précisions. Le Bénin et le Niger disposés à relancer le projet de construction et de réhabilitation de la voie ferroviaire Cotonou-Parakou-Dosso-Niamey avec Samuel Dosso Ahoré. L'opérateur économique béninois, reçu par les chefs d'État des 2 pays, Patrice Talon et Mamadou Issifou dimanche, en marge du 30e sommet de l'Union africaine, a obtenu des garanties à ce propos. Nous avons parlé du chemin de fer. Nous avons reçu ensemble M. Dosso pour aplanir les différends et montrer à nos concitoyens béninois que le Bénin et le Niger, le président du Bénin et le président du Niger n'ont rien contre les opérateurs africains. Bien au contraire, a déclaré Patrice Talon, rapporte le site d'information Niamey et les 2 jours. Cette rencontre entre les 2 présidents et l'opérateur béninois qui a remporté le bras de fer judiciaire contre le groupe Bolloré poursuit la source, démontre d'une volonté de relancer le projet. Faisons une incursion au parc Pendjari au nord du Bénin où longtemps victimes du braconnage et de la chasse, les animaux de ce parc national retrouvent petit à petit la sécurité. Une 60aine de rangers fraîchement formés veillent nuit et jour sur eux. Le parc national de Pendjari reprend alors vie. Reportage. Armés de Kalachnikov, les rangers du parc de la Pendjari sont sur le qui-vive. Formés par des anciens militaires, leur mission est de protéger le parc et de lutter contre le braconnage. Seuls les plus motivés ont été sélectionnés après 2 mois d'entraînement. Conserver et sauvegarder
gérer les réserves du parc. Donc, au-delà de ça, ils nous ont aussi appris à adapter certaines procédures pour arrêter les braconniers. Mal protégés par les précédentes directions du parc, les buffles, les hippopotames et les antilopes sont chassés pour leur viande. Les braconniers tuent aussi les éléphants pour leur ivoire. Pour aider les rangers, ce vétérinaire d'Afrique du Sud est venu poser des colliers GPS sur certains éléphants. Cette matriarche est anesthésiée pendant une quinzaine de minutes. Nous l'avons immobilisée pour lui mettre un collier GPS afin d'avoir une meilleure idée de ses mouvements au sein du parc. C'est évidemment aussi pour plus de sécurité. Ils braconnent les éléphants et nous voulons savoir où ils sont pour assurer et maintenir la sécurité. Près de 1700 éléphants vadrouillent dans le parc. C'est la densité de pachyderme la plus élevée d'Afrique de l'Ouest. Particulièrement menacée pour le commerce de son ivoire, la protection de l'éléphant est désormais au cœur de la politique de la direction du parc. La préservation des éléphants au niveau de la Pendjari et du Wab est très certainement un atout pour l'ensemble des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'elles pourront éventuellement être repeuplées dans le futur avec des éléphants qu'on aura préservés ici. Le parc de la Pendjari souhaite doubler sa population d'animaux d'ici 10 ans. Outre le rhinocéros, le chien sauvage d'Afrique devrait aussi être réintroduit. L'aventure ne fait que commencer pour les nouveaux rangers. L'opposant Kenya Raila Odinga a prêté serment ce mardi comme président du peuple malgré sa défaite électorale en 2017, un geste aux conséquences incertaines alors que les autorités avaient averti qu'une telle investiture pourrait constituer un acte de trahison. Il a prêté serment devant des milliers de partisans en délire rassemblés dans le centre de Nairobi. On écoute quelques-uns. Au moins maintenant, nous avons une voie à suivre parce que le gouvernement est représenté par Raila et Uhuru Kenyatta. Nous avons besoin d'un dialogue. Nous voulons que le Kenya soit divisé en deux parce que nous savons que nous ne pouvons pas avoir Uhuru d'un côté et Raila de l'autre. L'économie du Kenya, ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui. Il faut que Raila Amolo Odinga soit notre président comme il l'a juré aujourd'hui. Affrontement en RDC, 7000 Congolais se sont déplacés au Burundi en quelques jours, fuyant des combats entre l'armée et des rebelles dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Les réfugiés congolais ont été accueillis au Burundi depuis quelques jours. Ils ont pour la plupart traversé le lac Tanganyika sur des embarcations de fortune, emmenant avec eux matelas, valises, panneaux solaires, chaises ou seaux en plastique. La situation sécuritaire est inquiétante dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, a reconnu le président congolais Joseph Kabila lors d'une conférence de presse. Rappelons que l'ex-congolais est déchiré par des conflits armés depuis plus de 20 ans. Des milices locales et étrangères se battent pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles. Suivez les propos de quelques personnes déplacées. Jusqu'à maintenant, on a 6318 réfugiés congolais qui sont ici, parmi lesquels il y a des femmes enceintes, il y a des vieillards, il y a aussi des enfants. Tunakimbia sababu watu wa serikali wanatuua sana kule, kutunyanyasa, mara kuzolewa wanawake. Ndio hivyo, ndio tulifika hapa. Tunaona tuliogopa wa serikali jinsi wanafanyafanyana, ndio tulifika hapa pia. Je me sens totalement mal et déçu de notre pays parce que parfois nous autres nous sommes les fonctionnaires dans ce pays. Nous sommes ici en attendant si le gouvernement aura la chance de récupérer toutes les étendues dirigées par les milices. Nous sommes d'accord de l'entrée dans notre pays pour la nouvelle construction.
C'est un petit mammifère couvert d'écailles devenu l'espèce la plus chassée au monde par les braconniers. En 10 ans, plus d'1 million auraient été tués, victimes de surchasse en Asie du Sud-Est. Il est aussi traqué aujourd'hui dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest et le réchauffement climatique pourrait aussi représenter une menace pour cette espèce. Reportage Agence France-Presse. Ces écailles de pangolin provenant de la contrebande se négocient 1 000 € le kilo en Chine ou au Vietnam. Dans la médecine traditionnelle asiatique, elles sont parées de nombreuses vertus curatives ou aphrodisiaques. Cette saisie des autorités ivoiriennes est la deuxième en quelques mois. Vous avez là 600 kilos d'ivoire qui étaient prêts à être exportés vers le Vietnam. Vous avez 600 kilos d'écailles de pangolin qui devaient aussi aller en Asie. Voilà. Et donc, vous avez là le fruit d'un trafic qui rapporte gros aux trafiquants en Côte d'Ivoire et donc qui plombe l'économie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, la population de pangolins a chuté de 50% en 5 ans. En 10 ans, à l'échelle de la planète, 1 million d'animaux auraient disparu. Le pangolin est aujourd'hui le mammifère le plus victime de trafic au monde. Menacé par la surchasse, il pourrait l'être aussi par le réchauffement climatique. Des scientifiques sud-africains étudient d'ailleurs comment ce mammifère s'adapte au changement du climat dans le Kalahari. On prévoit que ces régions d'Afrique deviendront de plus en plus chaudes et sèches avec le changement climatique. C'est pourquoi nous souhaitons tout d'abord savoir comment ils évoluent dans leur environnement actuel, afin de mieux prévoir comment ils pourront faire face aux changements prévus. La vie du pangolin, timide et nocturne, demeure encore peu connue et réserve quelques surprises. L'une des choses sur les pangolins qui m'a absolument époustouflé, c'est la distance qu'ils parcourent. Ce sont de petits animaux, ils ont des jambes courtes. Ils ne marchent que sur 2 jambes, bien qu'ils en aient 4. Mais ils n'utilisent normalement que les 2 pour marcher. Et nous en avons un que nous avons marqué. Et en l'espace d'une dizaine de jours, il a parcouru plus de 30 km en ligne droite. Plus que jamais menacé d'extinction, le pangolin est depuis 2016 intégralement protégé par le traité de la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées. Crue à Paris, le maximum est atteint depuis ce lundi et la décrue s'annonce lente. La Seine a atteint son pic de crue nourrie par des pluies historiques avec pour les riverains des conséquences pendant plusieurs jours encore et une progression de l'eau à suivre de près en Normandie. Et certains habitants de Villeneuve et Saint-Georges se plaignent. Suivez leurs propos. On n'est jamais préparé. Et puis c'était très lent la montée et puis la décrue est aussi lente, donc pour les nerfs c'est dur et en plus c'est l'hiver et en plus il pleut encore, donc c'est compliqué, c'est dur. Je suis restée 1 semaine enfermée ici parce qu'avec un bébé de 5 mois on passe pas sur les bastings. On a été obligé de pleurer pour avoir une barque. On s'est fait engueuler par tout le monde. Alors je sais que les agents municipaux sont fatigués, mais nous on est encore plus fatigués parce que les agents municipaux le soir ils rentrent chez eux, nous on peut pas. On paye nos impôts, on est des citoyens comme les autres et on a besoin aussi de vivre dignement et décemment. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Depuis le 29, on n'a pas d'électricité depuis le 29. Alors jusqu'au 2 février, si on ne se débrouillait pas tout seul, on n'aurait rien. On aurait tout perdu, on aurait perdu tout ce qu'on avait mis en réserve pour manger et tout ça. Donc voilà. Une information sportive avant de fermer cette édition. Igor Albin, vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, et Colin Smith, directeur des compétitions de la FIFA, ont visité ce mardi le stade de Saint-Pétersbourg à quelques 5 mois du début de la Coupe du monde de football 2018 qui se déroulera en Russie. Selon le vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, nous avons réussi le test de la Coupe des Confédérations. C'est un moment spectaculaire et inoubliable. Et avec les collègues de la FIFA, nous notons que cette infrastructure pour la Coupe du monde 2018 est prête. C'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.